Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et animatrice du balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt méconnu, je crois, dans la population générale. On va parler du CMV, le cytomégalovirus, autant chez les femmes enceintes que chez les nouveau-nés. Donc, je trouve que c'est vraiment important d'en parler pour améliorer les connaissances, en général, les professionnels de la santé en première ligne aussi. Et pour en parler, j'ai réuni une équipe en or. Donc, je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle. Moi, c'est Isabelle Boucoiran, je suis obstétricienne gynécologue spécialisée en médecine fœto-maternelle et je m'occupe d'infections congénitales. Et moi, c'est Fatima Kakar. Moi, je suis pédiatre infectiologue et je m'occupe des infections congénitales. Moi, c'est Caroline Demorin, je suis pharmacienne ici au CHU Sainte-Justine. Moi, c'est Marie Chaporet. Je suis infirmière clinicienne à la clinique Centre d'infectiologie mère-enfant avec Isabelle Boucoiran. Merci beaucoup à vous quatre de vous être rendus disponibles pour parler de ce sujet très intéressant, mais important aussi à discuter. L'idée initiale là, nous est venue pour en parler j'aime beaucoup l'infectiologie. Je suis à la clinique avec Caroline comme pharmacienne dans la clinique d'infectiologie mère-enfant. Puis Marie-Michel, tu m'avais approché justement en me disant hey, ça serait vraiment important qu'on en parle. C'est un peu méconnu, justement. On peut pas googler quelque chose qu'on sait même pas qu'il existe. Donc, veux-tu me dire un peu de toi, c'est comment c'est venu cette idée-là, qu'on en parle un peu plus? Moi, ça m'est venu avec mes patients qu'on reçoit dans le fond des consultations opinion pour une suspicion de primo-infection à CMV en grossesse. Mhm. Puis à chaque fois que j'appelais les patientes, c'était toujours une grosse surprise dans leur vie quand on leur parlait de CMV. Ils n'avaient jamais entendu parler de ce virus-là. Ça fait quand même peur, le nom, en soi, Mhm. cytomégalovirus. Oui, c'est ça. C'est très inconnu. De quoi qu'on Ouais, me parle. ouais. Puis aussi beaucoup de professionnels de la santé qui nous écrivent, qui nous envoient des consultations, puis qui, dans le fond, nous, on essaie de déconstruire un petit peu en arrière de ça, là, pourquoi il était envoyé chez Mhm. nous. Donc, j'avais envie de sensibiliser la population. Puis quand j'ai écouté ton podcast, je me suis dit que c'était une belle occasion d'en parler pour les Ouais, professionnels de la santé, mais aussi pour la tout à population en fait. général. Fait que là, c'est qu'est-ce que ça va apporter? On m'a jamais parlé de ça. Pourquoi on n'en parle pas aux femmes enceintes? Puis toi, ton rôle, c'est un peu de diriger dans tout ça. Des accompagner, de leur expliquer qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi la prise en charge, c'est quoi leur situation à eux, parce que des fois, c'est pas nécessairement une primo-infection. Donc, c'est un peu de leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont eu comme sérologie, de leur expliquer c'est quoi le CMV, quel impact que ça Mhm. va avoir. Fait que c'est beaucoup d'écoute et d'enseignement. C'est bon. Fait qu'on va pouvoir passer un peu à travers ces points importants-là durant l'épisode. Avant de rentrer un peu plus de l'infection chez la femme enceinte, puis après ça, on va se concentrer un peu chez le nouveau-né. C'est quoi, en fait, le CMV? Je me tourne vers toi, Fatima. Wow. Excellente question. Donc, d'abord, on utilise le mot CMV à la place du Ouais. cytomégalovirus parce que c'est plus facile pour les gens de Ben retenir. oui. Et la vaste majorité des gens, en fait, n'ont jamais entendu parler. Mais j'anticipe que les étudiants en médecine, les gens qui travaillent dans le domaine en auront entendu parler parce que c'est un virus et c'est un des virus les plus communs. Donc, c'est un virus du famille herpès. Qu'est-ce que ça veut dire? La famille herpès, c'est des virus comme la varicelle, comme l'herpès. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est un virus qu'une fois qu'on l'attrape, on la garde à vie. Mhm. Ça reste dans nos cellules latentes, donc ça peut se réveiller, se réactiver à n'importe quel moment de la vie, un peu comme l'herpès, un peu comme la varicelle. Donc, c'est que, par contre, ce qui est différent, c'est que quand on attrape ce virus pour la première fois, on peut avoir aucun symptôme ou on peut avoir des symptômes qui ont l'air un peu d'une grippe, mal à la gorge, un peu de fièvre, peut-être des petits ganglions. Donc, par rapport à d'autres virus, les gens en général ne savent pas qu'ils l'ont attrapé. Ils pensent qu'ils ont fait une grippe, un rhume. Et le plus souvent, ça s'attrape quand on est jeune, donc à l'âge d'enfance, parce que ça se transmet très facilement avec la salive des Mhm. enfants et les urines. Donc, vous imaginez dans une garderie, les enfants ils ont beaucoup de salive, ils se le partagent. Donc, ça se transmet. Et donc, les enfants là, qui sont en bas âge, et les parents assument que c'est une rhume ordinaire. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on a des sociétés où on a beaucoup d'enfants, on se partage, etc., ce qu'on appelle la séroprévalence, la chance que quelqu'un a déjà été
infectés par le CMV est très haute dans certains pays. Mm. Dans certains pays, à peu près 90% des gens ont déjà fait le CMV. Dans nos pays, c'est variable. Ça peut aller entre 40 et 70% des adultes qui sont séropositifs. Donc, si on regarde autour de la table, on estime ici qu'au moins la moitié d'entre nous ont déjà fait ce virus. Donc, on aurait eu le CMV dans notre corps. Quand même impressionnant que ça soit autant méconnu, mais autant prévalent, les deux à la fois, là. Mm. Oui, c'est fascinant parce que tout le monde a entendu parler du varicelle. Ouais, Je Mm. crois aussi l'herpès, mais celui-là, les gens ne le connaissent pas. tout à fait. Et je pense que c'est parce que si tu l'attrapes et que tu es en bonne santé, tu vas avoir la majorité du temps aucun symptôme. Donc, en fait, on va pas être amené à tester les gens qui sont en bonne santé. Le moment où on entend parler, c'est en oncologie pour les personnes qui sont immunosupprimées et dans la situation de la grossesse et du nouveau-né. Mais à part ça, le commun du monde va jamais avoir entendu parler de ce virus à cause de ça. Je comprends bien. Puis, toi, Isabelle, comment ça se décline dans ta réalité d'obstétricienne là, quand tu rencontres les femmes enceintes qui ont des sérologies positives? Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs situations. Il y a la situation d'une femme qui a le fœtus avec des signes à l'échographie d'infection à CMV. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que quand on fait une échographie prénatale, ben, un des objectifs, c'est de dépister certaines anomalies, dont le CMV congénital. Donc là, dans ces situations-là, ben, c'est sûr on va aller faire le diagnostic et la prise en charge derrière. Puis il y a la situation des femmes qui sont vraiment référées pour des sérologies positives qui ont été faites dans le cadre d'un dépistage ou parce qu'elles ont eu des symptômes, ou parce qu'elles ont eu un contact avec, par exemple, leur partenaire qui, lui, a eu un diagnostic de CMV. Ça arrive quand même assez souvent qu'on ait ces situations-là. Donc là, ben, l'enjeu, ça va être d'interpréter ces sérologies. Puis ce qui est particulier avec le CMV, c'est qu'avec les sérologies, on va être capable de diagnostiquer l'infection primaire. Donc l'infection primaire, c'est le moment où la personne l'attrape pour la première fois. Puis pour détecter ça, on va avoir une séroconversion, donc des IgG qui vont passer de négatif ou positif à positif, ou sinon on va avoir une avidité faible et donc des IgG et des IgM positifs. Mais par contre, nos sérologies, elles ne sont pas capables de diagnostiquer une réinfection ou une réactivation. Fatima nous disait que c'était un virus qui établit une latence, donc ça peut se réactiver, mais en plus, il y a plusieurs souches, donc on peut les réattraper. Puis on ne sait même pas combien il y a de souches, tellement il y en a, mais on peut l'attraper sûrement de très nombreuses fois. Et donc, par contre, nos tests sérologiques sont incapables et ne sont pas du tout fiables pour établir la réinfection ou la réactivation. Donc, un des défis qu'on a en anténatal, c'est souvent d'expliquer ça et de déconstruire une inquiétude qui peut avoir eu par rapport à des IgM positifs, par exemple, qui sont finalement rien du tout. On a énormément de faux positifs des IgM. Actuellement, 9 fois sur 10, un IgM positif n'est pas une infection Oh, 9 fois primaire sur récente. 10. 9 fois sur 10. Donc 9 fois sur 10, on peut rassurer les gens. Sauf qu'on peut les rassurer par rapport à l'infection primaire, mais on ne peut pas les rassurer par rapport à la réactivation et la Mhm. réinfection. Et donc, c'est toujours une question qui demeure. Donc, s'il y a des signes à l'échographie, ben, on peut aller plus loin, comme par exemple proposer une amniosynthèse. J'ajouterais une chose. Ouais. En fait, par rapport à ce que tu dis, l'important, c'est qu'on peut se réinfecter. Et je pense que les gens ne le savent pas. Et avec la COVID, tout le monde, à un moment donné, s'est rendu compte qu'on fait la COVID une fois, mais on peut se réinfecter avec une nouvelle souche. C'est la même réalité avec le CMV. Donc, le fait que le test de l'anticorps soit positif ne nous protège pas contre une nouvelle infection. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, même dans nos cours de médecine et dans la pratique en général. Le fait d'avoir un test séropositif ne nous protège pas Mhm. contre d'autres nouvelles souches. Et donc, comme ça ne nous protège pas, on devrait donner à toutes les femmes qui considèrent une grossesse ou qui sont en début de grossesse, ainsi qu'à leurs partenaires s'il y a lieu, les mêmes conseils de prévention des infections. On ne devrait pas se baser sur le résultat de la sérologie pour adapter nos conseils. Donc, ces conseils, c'est quand même vraiment très simple, parce que le CMV, c'est un virus qui, pour se transmettre, doit avoir vraiment un partage de liquide biologique. Donc, par exemple, manger avec le même ustensile que son enfant, embrasser quelqu'un sur la bouche, ou des choses comme ça. Donc, c'est difficile d'attraper le CMV. Ce n'est pas un virus qui Mhm. va être dans l'air, c'est ça que je veux dire. Donc, des moyens assez simples de précaution, comme pas partager les ustensiles, embrasser son enfant sur le front plutôt que sur la joue s'il pleure, laver les surfaces, laver les jouets, se laver les mains. C'est des choses que tout le monde peut normalement adapter dans son milieu si on est informé. Mais comme les femmes ne sont pas informées,
Ben, elles entendent parler, par exemple, de la toxoplasmose et de la litière du chat, mais elles n'ont pas entendu parler du CMV, alors que quand on regarde la situation des femmes enceintes au Québec, elles ont beaucoup plus de chances d'attraper le CMV que la toxo. Oui, parce que toutes les mesures de prévention, justement, des liquides biologiques, elles sont pas nécessairement appliquées. Donc, c'est comme ça que ça se... Exactement. Ouais. Puis souvent, ben, les femmes ont plusieurs enfants ou aussi peuvent travailler dans un milieu où elles sont en contact avec des jeunes enfants. Donc, elles ont souvent des situations où elles sont à risque d'échange de liquide biologique. On s'entend que les enfants de moins de 3 ans, ils contrôlent pas trop Ouais. leur salive, là. Ouais. Donc, mais une fois qu'elles sont avisées, c'est bien démontré que ça diminue le risque d'infection d'avoir donné ces conseils qui sont assez simples. Excellent. J'avoue, Isabelle, que ça m'arrive que je suis dans des restaurants et je vois une femme enceinte, c'est avec son petit enfant et ils sont en train de partager la Ben oui. nourriture et j'ose, tu sais, des fois, je dis, est-ce que je dis quelque chose ou non? Parce que je pense Ouais. toujours à ça et c'est franchement Puis, tu sais, méconnu. là, depuis tantôt, on en parle, mais qu'est-ce qui est important, c'est que le CMV, s'il est transmis à l'enfant, c'est que c'est en fait la première cause de surdité neurosensorielle d'origine non génétique chez l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on veut travailler à faire plein de mesures préventives primaires pour ne pas transmettre le CMV, là. Oui, d'abord pour que les femmes ne Mhm. l'attrapent pas pendant la grossesse. Puis Ouais, après, c'est sûr exactement. qu'on a des Mm. mesures pour prévenir la transmission. Mais oui, l'enjeu du Mhm. CMV, c'est que chez monsieur et madame tout le monde, ça va donner aucun symptôme. Mais chez le fœtus, surtout dans une période critique de son développement, donc en particulier le premier trimestre de la grossesse, ça peut donner des atteintes qui vont se traduire par de la surdité, des atteintes neurosensorielles, alors qu'on a des moyens de le prévenir. Mhm. Je comprends bien. Euh, Fait que là, juste pour revenir là, de ton côté, tu fais des échographies, bon, des sérologies. Qu'est-ce que tu fais d'autre avec les femmes enceintes comme suivi ou... Ben, si on identifie Mhm. une femme enceinte avec une infection primaire pendant la grossesse, puis qu'on identifie ça avant 16 semaines de Ouais. grossesse, ben, on peut proposer un traitement avec du valacyclovir à une dose de 8 grammes par jour, qui est quand même une dose assez importante. Là, c'est plus important que la dose standard, par exemple, pour l'herpès. Puis ça diminue le risque de transmission au bébé. OK. Puis, en termes d'efficacité en grossesse puis d'innocuité, ça Ben, peut-être, ressemble à Caroline, quoi? tu veux en parler? Ouais. Ben, pour l'efficacité, ben, par rapport à l'innocuité, comme tu disais, la dose est plus élevée, là. C'est quand même une bonne dose, là, 8 grammes par jour, alors que c'est plus de 1 à 3 grammes par jour qu'on a pour d'autres indications qu'on voit plus souvent en grossesse. Mais il reste que c'est quand même la dose de CMV hors grossesse, là. Par rapport à l'innocuité, c'est ça. Pour le bébé, en fait, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans les études, il n'y a pas eu d'effets néfastes qui ont été vus chez les bébés, mais c'est des évaluations comme en début de vie, là. Il n'y a pas de données à plus long terme. Puis pour des doses plus faibles, il y a quand même un recul de plusieurs années d'utilisation en grossesse due à l'aciclovir sans effet néfaste connu pour le bébé. Pour l'efficacité du traitement, là, avant de parler plus des effets secondaires pour la mère, pour l'efficacité du traitement, en fait, il y a des études qui ont été faites. Il y a quelques études qui ont été faites en grossesse à cette dose-là pour cette indication-là de prévenir la transmission du CMV de la mère au bébé, là. C'est-à-dire qu'on donne le traitement à la mère pour ça ait traversé le placenta pour aller traiter le fœtus. Puis les études ont montré, c'est sur quelques centaines de femmes traitées, que ça diminuait le risque de transmission. Donc, c'est un traitement efficace. Fait qu'on voit, tu sais, sans traitement, le taux de transmission d'infection, c'est comme 30 à 50 là, si je me rappelle bien. Fait qu'avec le traitement, on arrive à un taux de transmission qui est de 10 à 20 Puis si on le débute Ça, rapidement, c'est un c'est comme risque plus efficace. absolu, dans le En risque fond. absolu, Ouais, oui. OK. Fait qu'une diminution du risque de Mhm. 70 à 80 Si je peux ajouter, ce qui est clair, c'est que plus le traitement est initié tôt, plus il est efficace pour diminuer la transmission au fœtus. Puis c'est un des enjeux qu'on peut avoir dans le dépistage, c'est que les résultats, ils doivent être récupérés rapidement pour pouvoir agir Mm. dessus, là. Mhm. Ouais. Puis par rapport à l'innocuité, qui était l'autre question pour l'innocuité pour la mère, c'est un traitement qui est bien toléré dans les. Tu vois que c'est des doses élevées, les effets que les patients voient, puis là, peut-être que vous voyez plus en clinique, là, mais les effets les plus fréquents, c'est plus gastro-intestinal puis système nerveux central. Fait au niveau gastro-intestinal, ce qu'on peut voir le plus souvent, ça peut être comme des nausées, douleurs abdominales, diarrhée. Puis au niveau du système nerveux central, tu sais, fatigue, étourdissement ou des maux de tête. Fait que ça, c'est des effets peut-être plus courants. Puis des fois, tu sais, les doses dans les études, c'est 8 grammes par jour, mais ça peut être comme, il y a des études qui ont été faites avec 2 grammes QID 4 fois par jour, d'autres avec des doses de 4 grammes 2 fois par jour. Mm.
Puis on ne sait pas entre les deux c'est quoi la meilleure dose, mais vu qu'il n'y a rien qui nous permet de déterminer c'est quoi entre les deux la meilleure façon de le prendre, ça peut être intéressant d'y aller avec le plus simple, donc 4 grammes 2 fois deux par fois par jour. jour parce que c'est plus facile à prendre. Mais si quelqu'un a des enjeux de tolérance, on peut après ça séparer la dose, la prise en 4 fois par jour, le 2 grammes 4 fois par jour. Et ça pourrait améliorer la tolérance. Puis sinon, dans les autres effets plus rares, mais qui peuvent nous inquiéter, là, vu que c'est des doses élevées, il y a le risque de néphrotoxicité qui revient souvent comme inquiétude avec ce médicament-là. Il y a quelques cas qui ont été décrits là, chez des femmes enceintes qui étaient traitées avec ces doses-là, mais ça reste quand même rare. Là, tu sais, c'est comme 1 à 2 Mais vu qu'on sait que c'est possible, ben, c'est important d'avoir une créate de base avant de commencer le traitement, soit dans les semaines avant ou sinon la faire en début de traitement pour évaluer la fonction rénale, puis évaluer si la patiente elle a d'autres facteurs de risque de la néphrotoxicité, tu sais, voir s'il y a d'autres médicaments qui peuvent faire de la toxicité rénale aussi, puis donner des conseils là, par rapport à tu sais, bien Bien s'hydrater. s'hydrater pour diminuer ce Fait qu'on va risque-là suivre aussi. notre créatinine là, tout au long Ouais, nous, en du général, processus. 2 semaines après l'initiation du traitement, on va faire une Ok. crête, puis après au mois, pour vérifier cette toxicité. Puis les femmes sont avisées du fait que c'est quand même un traitement pour lequel il n'y a pas d'approbation par Santé Canada, par Mhm. exemple, pour cette utilisation, mais il y a des données scientifiques avec des évidences qui sont quand même assez convaincantes. Mhm. On est hors indication, mais on a une expérience clinique. Ouais. On n'est pas dans Ah. l'inconnu. On n'est pas dans l'inconnu, On est quand même c'est dans ça. le connu. Puis pour tu sais, l'exposition du bébé in utero, est-ce qu'on avait, c'était sécuritaire, j'imagine, pour... Ben, même à cette dose-là, c'est ça, il y a Ouais. des études qui ont été faites sur quelques centaines de patientes. Fait qu'en début de vie, il n'y a pas d'effet secondaire là, qui avait été décrit Ok, chez les bébés. c'est bon. C'est comme la néphrotoxicité qu'on pourrait peut-être craindre chez Mhm. les bébés, ça n'a pas été Ok. décrit suite à des expositions in utero au Ok, valacyclovir ou même à l'aciclovir ou il y a un c'est autre bon. antiviral qu'on Fait que connaît si je aussi. comprends bien, on a une prévention primaire, fait que c'est vraiment plus diminuer l'exposition des risques à travers toutes les mesures non pharmacologiques pour limiter la transmission via les liquides corporels, justement le partage d'ustensiles, etc. Puis si on a une infection, on peut aller en prévention secondaire, pardon, avec le traitement antiviral du valacyclovir à haute dose. Puis ça, on traite combien de temps? Ben, en général, on va traiter jusqu'à faire une amyosynthèse. Donc, Ok. l'amyosynthèse, c'est une ponction de liquide amniotique. Le liquide amniotique, chez le fœtus, en fait, c'est en majorité du pipi de bébé. Et dans le cas de l'infection congénitale, ben, le CMV est vraiment excrété à haut volume dans l'urine. Donc, en fait, l'amyosynthèse va nous permettre de savoir si oui ou non il y a une transmission au fœtus. On peut faire cette amyosynthèse à partir de 18 semaines. Donc, en général, on va poursuivre le traitement jusqu'au résultat de cette amyosynthèse. Puis, ben, après, en fonction du résultat, on va décider ou non de poursuivre le traitement. La question peut se poser si la femme enceinte décline de réaliser une amyosynthèse, elle a le droit. Là, on va plus y aller au cas par cas de décider ou non de poursuivre la médication. Ok. C'est très clair pour moi. Est-ce que vous voulez, Moi, tu j'ai voulais ajouter envie quelque chose? de Vas-y, Marie. rebondir sur, tantôt, Caroline, on a un traitement à offrir en bas de 16 semaines, d'attendre comme professionnel de la santé, quand on sait qu'on dépiste une femme enceinte, de garder en tête qu'il faut suivre les bilans le plus rapidement possible pour pouvoir rebondir sur les anticorps qui reviennent Mhm. positifs et pouvoir offrir quelque chose à la patiente. Parce que dès que je les appelle, la première chose qu'ils me disent, c'est OK, mais qu'est-ce que je fais? Mm. Fait que si les familles sont en bas de 16 semaines, ben tout de suite, on leur parle du traitement préventif. Mais quand ils sont passés 16 semaines, ben là, on fait des suivis individualisés puis on s'adapte à chaque patiente. Mais je pense que comme professionnel de la santé, de garder en tête que quand on le dépiste, c'est bien de se laisser une note ou nous, à l'interne ici, on a le laboratoire qui nous envoie un message, mais je pense que comme professionnel de la santé, c'est important de le suivre pour pouvoir offrir quelque chose à nos Mm. familles après. Vu qu'on a une fenêtre thérapeutique Une petite fenêtre, Puis oui. même si on est avant 16 semaines, on n'a pas, faut pas dire qu'on a jusqu'à 16 semaines pour le débuter. Il faut le Le débuter plus tôt le plus possible, c'est rapidement le mieux. possible. Oui. Mais honnêtement, je me souviens de ce que tu dis, Marie-Michel. Là, dès que quelqu'un fait une tâche chez la femme enceinte, ça doit être priorisé comme suivi et Mhm. pris en Mhm. charge. C'est pas quelque chose qu'on peut laisser. Mais malheureusement, les professionnels de santé ne sont pas vraiment aidés par l'organisation des laboratoires parce que souvent, les bilans ne sont pas flagués comme attribués à une femme enceinte. Et donc, Mhm. il n'y a pas de système d'alerte, par exemple, quand il y a un résultat qui sort comme une primo-infection CMV. Il y a très peu de labos qui vont, par exemple, appeler le médecin ou Mm. faire quelque chose. Donc, je veux juste dire que
Oui, c'est critique d'agir, mais il y a aussi des enjeux organisationnels qui font que pour certains médecins, c'est difficile de récupérer les résultats dans les temps, malheureusement. Mm. Donc, on a parlé des femmes enceintes. Je vais maintenant me tourner vers les nouveau-nés. On les suit vraiment ici à Sainte-Justine. Donc, Fatima, est-ce que tu veux nous parler un peu du processus de détection, diagnostic, d'évaluation, puis au final de prise en charge de ces nouveau-nés-là? Oui. Donc, C'est je vais beaucoup. revenir aussi. Non, oui. En fait, je vais revenir d'abord à comment se présente un bébé avec Ouais. CMV. En fait, la raison qu'on en parle, c'est les effets sur le fœtus. Mhm. Et ça peut être variable. Donc, ça peut être très sévère, surtout comme on se disait, si l'infection arrive très début en grossesse. Un syndrome de polymalformation chez le fœtus au niveau cérébral, un peu comme le Zika que tout le monde a déjà entendu parler. Ce virus fait vraiment polymalformatif. Donc, ça, c'est le spectre le plus sévère. Et après, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un virus qui s'attaque aux oreilles, donc au système auditif. Donc, il y a une surdité. Les bébés peuvent naître déjà avec une surdité ou ils pourront le développer. Et entre ça, entre surdité et le trouble sévère polymalformatif, il y a aussi des séquences, des séquelles chez le cerveau du bébé à tous différents niveaux. Ça peut attaquer la matière blanche, ça peut attaquer différents endroits du cerveau. Et ça se présente avec des troubles de développement chez l'enfant. Donc, en plus de la cause la plus fréquente de la surdité non génétique, c'est une des causes la plus fréquentes des troubles de neurodéveloppement. Donc, des fois, on est capable de le trouver à la naissance parce que justement, on a suivi les femmes enceintes et on sait qu'elle a eu son CMV en grossesse. Donc, dans ces cas-là, on va tout de suite tester le bébé parce que ça se peut qu'avec le traitement, le bébé ne soit pas infecté, mais ça se peut aussi que le bébé soit infecté. Donc, on a des tests moléculaires, des PCR pour confirmer le diagnostic. Il y a très longtemps, on faisait d'autres tests, des cultures, etc. Maintenant, tout est moléculaire. Et moléculaire, c'est très rapide. Donc, on va rechercher si le bébé déjà à la naissance va excréter ce virus. Donc, on va le faire idéalement dans les urines. Des fois, c'est pas si facile d'avoir un test d'un prélèvement d'urine chez le bébé. Donc, on va commencer avec un échantillon de la salive parce que ça va être aussi excrété dans la salive. S'il est positif, par contre, c'est pas 100% que les bébés est infecté parce que ça se peut que ça soit juste du lait maternel et que ça soit dans la bouche. Donc, on va toujours le confirmer par l'urine. Donc, quand on aura une confirmation que l'urine du bébé est positive, et ça avant un mois de vie, on est sûr que c'est un CMV congénital. Je dis ça parce que si on le teste trop tard, donc si on le teste à 2 mois de vie, ça se peut qu'il a attrapé après la naissance. Donc, c'est pas les mêmes séquelles et les conséquences. Donc, si on veut faire un diagnostic, on veut commencer tout de suite et idéalement, on va être dans les 3 premières semaines de vie. Donc, ça, c'est un peu pour le diagnostic du bébé. Donc, le premier scénario, c'est qu'on a une femme enceinte qu'on a suivie en grossesse et qu'on va tester le bébé et qu'on trouve le diagnostic. Mais malheureusement, comme disaient les autres, c'est la minorité des femmes enceintes qui le savent et la majorité des cas cliniques qui nous arrivent, c'est pour 2 raisons. D'abord, le bébé, il a des symptômes de CMV à la naissance. Donc, je pense que les étudiants en médecine, tout le monde a entendu parler ce qu'on disait en anglais, le blueberry, le muffin au bleuet, le bébé qui est né avec un tonne de taches. Et c'est le fameux CMV congénital qui se présentait comme ça. Donc, ça, c'est le cas le plus sévère parce que ça affecte les plaquettes. Donc, ça donne une thrombopénie sévère et les bébés sont nés avec toutes sortes de taches. D'autres bébés sont très malades avec encéphalopathie, avec sepsis. Donc, ça, c'est le cas le plus sévère. Donc, déjà, quand le bébé est malade comme ça va faire penser aux gens au CMV. Il y a un autre cas qu'un bébé peut être naître juste avec une petite tête de microcéphalie ou un grand retard de croissance in utero. Et ça aussi, ça peut être signe de CMV congénital. Donc, ça dépend du médecin à la pouponnière ou en néonat qui va voir le bébé pour penser au CMV pour tester. Donc ça, c'était le pratique, je dirais, standard à travers le Canada jusqu'à très récent. Et après, on se disait, écoute, c'est pas assez parce qu'on en manque beaucoup de cas. Des bébés qui sont nés petits, il y en a beaucoup, il y en a d'autres raisons. Donc, en général, les gens ne testaient pas beaucoup pour le CMV. Donc, depuis quelques temps, on s'est dit, non, on doit mieux faire. Donc, on devrait justement de façon systématique regarder pour le CMV dans certains cas. Donc, ici au Québec, par exemple, on essaie de tester tous les bébés avec des retards de croissance in utero, tous les bébés qui sont nés avec une surdité, parce que ça peut être le CMV qui a causé ça. Donc, on essaie de plus en plus de faire ça de façon systématique, mais le but idéal, ce serait que tous les nouveau-nés soient testés pour ce virus parce que
comme on se dit, des fois, on est né et on a l'air correct, mais qu'on peut développer des symptômes plus tard. Donc, notre objectif un jour, c'est que tous les bébés sont testés, ce qu'on appelle un dépistage universel, pour essayer justement de les trouver très rapidement. Puis, si je peux rajouter, il y a quand même plusieurs provinces au Canada qui ont commencé à faire ce dépistage universel. Très Donc, important. ça veut dire que c'est faisable. C'est faisable, Ontario, Saskatchewan, Manitoba, et ça va venir en Alberta. Donc oui, on est en retard ici au Québec, et quand même, c'est très fréquent, on va dire 1 naissance sur 200, mais c'est pas testé. Et malheureusement, parce que l'élément le plus important, c'est qu'on peut naître et on peut avoir l'air correct, mais qu'on peut développer une surdité plus tard ou des gros troubles de neurodéveloppement plus tard. Et je dirais la première chose quand on a un diagnostic qui nous arrive en clinique parce que le bébé était né petit ou quelqu'un a testé, on revient au fait que les parents nous disent, mais personne nous, c'est quoi ce virus? Personne nous en a jamais parlé. Mhm. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour prévenir? Donc, ça arrive que c'est une grande surprise chez les familles. Tout à fait. Et beaucoup de culpabilité aussi, là. Énormément, parce que tout le monde veut faire leur mieux pendant la grossesse pour que le bébé soit sain. Et honnêtement, quand on les voit pour la première fois, je dois les expliquer c'est quoi le virus. Et comme je disais, il y a un spectre. Donc, je vous ai parlé du plus sévère, mais il y a un grand pourcentage des bébés, surtout quand c'est attrapé plus tard en grossesse, qui vont être corrects, qu'on se dit asymptomatiques et qui vont rester parfaites toute leur vie. Mais au moment que je les vois, je ne peux pas 100% savoir Oui, qu'est-ce t'as qui pas va de boule de arriver. cristal. Mm. Donc, les pauvres parents restent avec cette anxiété jusqu'à le temps que l'enfant va rentrer à l'école et je peux leur rassurer pour dire votre enfant n'a pas de symptômes. Donc, un des priorités, c'est quand on a un diagnostic de CMV, notre première visite médicale, c'est vraiment d'établir le niveau de symptômes chez le bébé. Parce que j'explique aux parents, il y en a, et ça peut être vraiment la majorité, 80%, qui n'ont aucun symptôme et qui vont jamais développer des symptômes. Mais à peu près 10 à 20%, soit qui ont déjà des symptômes à la naissance ou qui sont à risque de développer des symptômes, surtout la surdité plus tard dans la vie, ou peut-être des troubles, ce qu'on appelle neurosensoriels. Puis la surdité, est-ce qu'il y a des unilatérales ou bilatérales? Les deux. C'est Donc, ça peut ok. être unilatéral, ça peut être bilatéral dès le début et ça peut progresser. Mm. Et l'importance de la surdité, c'est que c'est vraiment ce qui impacte le développement de langage chez l'enfant. Mhm. Donc, l'enfant qui n'entend pas va avoir des gros retards de langage qui vont mener à d'autres retards de développement et académique. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'identifier les enfants qui sont à risque de surdité. Donc, même si l'enfant est né et qu'il n'y a pas de symptômes, on va continuer à suivre pour être sûr qu'il ne développe pas la On le surdité. suit, mais on ne le traite pas avec un médicament. On fait simplement le suivre, lui qui n'a pas de symptômes. Exact. Donc, le but, vraiment, c'est de déterminer le niveau de symptômes parce que, comme on se disait, en grossesse, il y a un traitement à offrir chez le bébé qui est le valganciclovir. Il y avait des études qui montraient qu'il y avait un bénéfice sur ceux qui avaient des symptômes déjà à la naissance, donc modérés à sévères, que ça a diminué la chance de progression de surdité et qu'il y avait quand même une meilleure atteinte neurologique à l'âge de 2 ans. Par contre, ce traitement qu'on donne, c'est un traitement pendant 6 mois. C'est un médicament, un sirop à donner 2 fois par jour. Et ça peut avoir des toxicités au niveau sanguin. Donc, ça peut donner une hépatite, ça peut donner une neutropénie. Donc, il y a des prises de sang à faire à tous les mois. Et en plus, c'est assez nouveau ce traitement. Donc, on a le droit de le donner à long terme, à 20 ans, à 30 ans, pour rassurer le long terme, pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet à plus long. Il y avait des études chez les rats qui montraient des effets cancéreux chez les rats, mais c'est à des méga doses, beaucoup plus élevées que ce qu'on donne chez l'humain. Et à date, il n'y a pas d'études qui montrent des effets de cancer chez l'enfant, chez l'humain qui est traité avec ces médicaments. Et vu qu'il y a quand même une grande bénéfice au niveau biologique et neurologique, quand l'enfant est né avec des symptômes et qu'on crée une progression, on va lui proposer un traitement. Mais pour ceux qui n'ont aucune trace, aucune évidence du virus, il n'y a vraiment pas d'évidence pour suggérer qu'un Ouais, il y aurait plus bénéfice. d'inconvénients que de bénéfices. Exactement. Positifs. Exactement. Puis Ok. avant, pour le traitement, il fallait commencer avant 1 mois de vie. Puis là, maintenant, il y a des données qui montrent que dans certains cas, pour certains types de présentations qu'on pourrait attendre, on pourrait avoir une efficacité du traitement jusqu'à 13 semaines de vie. Fait que c'est plus
Genre, après un mois, on donne plus de traitement. Là, ça peut Exact. dépendre des situations. Et c'est variable. Donc, on apprend. Je vous dis, c'est un domaine qui change à toutes les années. Donc, c'est vraiment, ça fait 1 an qu'on a des données qui ont montré que même si on commençait un peu plus tard, surtout au niveau de la surdité, Mhm. il y avait un bénéfice. Il y a aussi certains endroits qui vont traiter plus court, 6 semaines à la place de 6 mois. Donc, je dirais peut-être dans 2 ans, si on se reparle, les traitements vont être variables. Donc, il y a le traitement médical, mais autant important, c'est le traitement des oreilles. Parce qu'un enfant qui n'entend pas ne va pas pouvoir parler. Donc, on est très précoce dans nos évaluations audiologiques à la naissance et le suivi audiologique que moi, je considère comme le traitement. Parce que dès qu'on a évidence de surdité, l'enfant rapidement va avoir des appareils ou même des implants cochléaires qu'on est capable d'offrir au Québec maintenant. Et tout cela fait que l'enfant va avoir un meilleur développement au long terme. Donc, il y a le traitement pharmacologique, mais aussi le traitement non pharmacologique qui est important. Encore une fois. Mais au niveau timing de traitement chez le nouveau-né, le plus tôt, ça reste quand même le mieux. Mhm. Oui, Ok. toujours. Parce qu'on se crée, on peut imaginer que le nouveau-né n'a pas de défense contre le CMV parce que son système immunitaire est en train de se développer. Donc, plus qu'on peut diminuer la charge du virus, moins qu'il pourra avoir un effet sur le cerveau et les oreilles. Non, c'est clair. Caroline, je te lance la balle sur le valganciclovir, non pas le valacyclovir qu'on utilisait. Ouais, c'est ça, On parlait tantôt c'est avec ça que j'avais en nos femmes tête. C'est comme enceintes. deux noms de Ouais, médicaments qui se ressemblent. C'est ouais. deux antiviraux, mais c'est pas le Mhm. même. Ouais. Valacyclovir, valganciclovir. Fait que pour le valganciclovir, là, pour qu'on donne justement au bébé, c'est quoi les effets secondaires? Ben, on en a parlé un petit peu, là, mais est-ce que, tu sais, en termes de, tu sais, de tolérance chez le bébé, comment ça se présente? Le suivi qui est fait, c'est la formule sanguine pour faire le Mhm. suivi des neutraux, Ouais. les plaquettes, Mhm. la fonction hépatique avec l'ALT, puis la créatine aussi là, pour la fonction rénale. Fait Mhm. que c'est un peu les effets secondaires Mhm. qu'on pourrait voir avec ce médicament. Ils Côté sont quand même peu gastro-intestinal, fréquents. C'est quand même bien c'est toléré au niveau toléré. gastro-intestinal. Mhm. Pour la préparation qu'on a, c'est une préparation magistrale qui est disponible commercialement. Mhm. Fait que celle-là, je dirais qu'elle est quand même bien tolérée. On a déjà Ouais. eu des ruptures d'approvisionnement où là, il fallait que ce soit fait à partir des comprimés écrasés. Cette formulation-là était un peu plus difficile à tolérer pour les Mhm. bébés. Un peu plus amer. Ouais. Ouais. Parfait. Donc, je retiens bien le valganciclovir qu'on va donner pour l'instant pour une durée de 6 mois, là, dès que possible. Ça donne 2 fois par jour. Puis, on fait des suivis usuels à chaque mois. Puis, en plus, à chaque mois, on ajuste la dose pour le poids parce que le bébé grandit. Mhm. Puis, on est en milligrammes par kilo par dose. Donc, ça permet de bien suivre là, sa courbe de croissance. Euh, Ensuite de cela, j'avais comme question, tu sais, là, on parle du nouveau-né, dans sa première année de vie. L'enfant, là, quand il va avoir 3 ans, 5 ans, 8 ans, c'est quoi les séquelles qu'on peut s'attendre si à la base il était symptomatique? Oui, et ça, c'est une super question. En fait, c'est ce que le parent me demande Mhm. quand on l'a devant nous à la naissance. Donc, encore une fois, il y a une grande variabilité. Si on part du plus sévère, c'est ce qui ressemble à nos cas de paralysie cérébrale, par exemple. Donc, si l'enfant a eu des grosses atteintes in neuro avec malformation, ça se peut qu'il y ait des grosses atteintes moteurs qui soient, par exemple, vraiment en chaise roulante, incapable de marcher, incapable de parler, avec des grosses atteintes neurologiques. Entre ça, il y a l'autre spectre que l'enfant a aucune séquelle. Tu regardes dans une salle de classe, tu ne peux pas identifier lesquels ont le CMV congénital. Il est complètement correct pour son niveau et vraiment, il n'y a aucun signe stigma du CMV. Et entre les deux, il y a le spectre. Donc, il y a des enfants qui ont juste une surdité et avec la correction de la surdité, ils vont bien. Il y a des enfants qui n'ont pas de surdité et qui n'ont pas une atteinte sévère neurologique, mais qui sont entre les deux. Et là, l'enfant a ce qu'on appelle un phénotype variable. Donc, il y en a qui pourraient avoir, par exemple, des troubles d'attention, des troubles de TDAH. Il y en a qui pourraient être plus sévères et même se manifester comme des troubles d'autisme parce qu'ils ont des difficultés à interagir avec leur environnement vu que le sensorium est affecté par le CMV. Donc, il y en a qui sont vraiment asymptomatiques, il y en a qui ont juste une surdité qui soit corrigée. Et après, il y a tout un spectre de développement. Donc, quand je présente souvent sur le CMV et les gens me disent, mais si c'est si fréquent, pourquoi on ne les voit pas? Mais je me dis, probablement au TSA, les TDAH, les troubles d'opposition qui sont très fréquentes à l'école, il y a un gros problème en pédiatrie. Un pourcentage, c'est des CMV congénitales qui n'ont probablement pas eu leur diagnostic parce que 1 sur 200, c'est très fréquent. Donc, je pense qu'il y a un groupe du milieu qui ont des diagnostics de troubles de développement,
qui auront peut-être eu un lien avec le CMV, la catégorie le plus sévère, et après, il y a la catégorie qui a absolument rien. Quand même fou quand on pense à ça. Ah oui. Je savais pas tout ça, là. Si je peux ajouter Ouais. un point, une perspective, c'est sûr que nous, en anténatal, on n'a pas pour vocation de diagnostiquer ou de pronostiquer tous les troubles de développement de l'enfance. Notre travail, c'est vraiment d'essayer de faire un diagnostic et un dépistage des atteintes sévères du développement. Et un point qui est critique, c'est le moment de l'infection pendant la grossesse. On sait que les cas où il y a une infection précoce pendant la grossesse, c'est là qu'il va avoir le plus de risques d'atteinte neurodémentale sévère parce que ça atteint le fœtus à un moment critique de son développement. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire un dépistage au premier trimestre de la grossesse pour cette période-là. Mais on sait qu'en anténatal, on n'a pas été capable de diagnostiquer tous les cas d'infection congénitale. Mm. Mais je reviens au point d'Isabelle, en fait, que c'est très important et de plus en plus que les gens font le diagnostic et que je peux savoir que c'est au premier, ou des fois, je peux vraiment savoir que c'était la fin de la grossesse. Je peux encore rassurer plus les parents. Parce qu'avant, j'avais le bébé devant moi et je ne pouvais rien dire par rapport au futur. Mais de plus en plus, avec les données qui sortent des différentes études et le travail que vous faites pour vraiment préciser le timing du diagnostic, quand j'ai un diagnostic qui était vraiment à la fin de la grossesse, je rassure les parents que l'enfant ne devrait pas développer des conséquences s'il n'y en a pas à la Mhm. grossesse. Par contre, quand je n'ai un qui est clairement infecté au début, même s'il n'a pas clairement de symptômes, c'est sûr, je vais le suivre de façon plus rigoureuse pour être sûr qu'il n'y a pas d'atteinte. Donc, c'est très aidant d'avoir ce timing Vraiment. d'infection en grossesse. Puis c'est quoi, sur une dernière note, les ressources que vous partagez, que ce soit aux femmes enceintes, que ce soit aux professionnels de la santé? C'est vers quelle référence qu'on peut se tourner pour en apprendre davantage au final sur le CMV? Moi, je parle beaucoup de CMV Canada, qui a Ouais. même CMV Québec, Ah ouais, qui a un super de beau formulaire en français et en anglais pour les familles. C'est vraiment, je les retourne beaucoup vers cette ressource-là. Puis, Blessure naître et grandir a fait une page récemment. Puis, bientôt milligrammes par kilo bientôt, pour mais la journée de la si vous santé. écoutez cet épisode, puis je vais mettre aussi, je vais mettre ces références-là dans la description. Il y a aussi une belle mise à jour sur le CMV de la Société canadienne de pédiatrie. Je trouvais Puis, intéressant. je suis biaisée parce que j'ai participé à leur écriture, mais il y a les recommandations de la Société d'obstétrique gynécologie du Canada pour ceux qui sont en anténatal, avec un algorithme qui vous permet d'essayer d'interpréter les sérologies et d'y voir plus clair, parce que ça reste toujours un défi quand Oui, même. quand même. On va les mettre dans la description à ce moment-là aussi. Puis pour terminer, je vais faire peut-être un dernier petit tour de table. Est-ce que vous avez un message clé chacune pour que les auditeurs repartent avec un message à la maison? Moi, je vais Ouais. commencer. Chercher le CMV chez le bébé qui va pas bien. Ouais. Là, vraiment, il est petit, il a une petite tête, ou il vous semble qu'il y a quelque chose qui est pas top, cherchez le CMV. Mhm. Moi, ça serait Thomas. sensibilisation, d'en Ouais. parler. Ouais. Des fois, je le dis aux patientes, même quand on les rassure, il faut en parler aux gens autour de vous. Plus Mhm. qu'on en parle, plus que les gens vont entendre. Puis un jour, on va peut-être arriver à un dépistage universel. Peut-être un Qui sait? jour, qui sait. Et moi, j'irais un peu avec ça aussi pour dire, je pense que c'est important que la population générale et les professionnels de la santé, il y ait plus de gens qui soient au courant du CMV pour que les connaissances générales augmentent. Puis il y a des traitements qui sont efficaces pour la prévention des complications, mais si les gens sont plus au courant que ça existe, le CMV, en fait, ils peuvent jouer plus sur la prévention primaire aussi, là. Oui, tout à fait. Mm. Oui, prévention primaire. Comme Isabelle. Moi, mon dernier message, ce serait que je pense qu'il faut faire du dépistage anténatal du CMV. Là, il est temps de se réveiller. Il y a quelque chose qu'on peut faire. On ne peut pas prévenir tout, mais on peut prévenir une partie des conséquences de cette infection. Donc, pour ceux qui font de l'anténatal et qui nous écoutent, là, je les encourage à réfléchir à voir s'ils peuvent mettre en place ça dans leur pratique. Oui, super. Ben, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Parler du CMV, c'est une infection justement très prévalente dans la population. Il y en a eu beaucoup de cas asymptomatiques, il n'y a pas de symptômes. Fait que moi, je retiens vraiment là, tout le côté prévention primaire, là, toutes les mesures préventives pour limiter la transmission à travers les liquides corporels, la salive, etc. En prévention secondaire chez les femmes enceintes, on a le valacyclovir, cet antiviral qui se prend à haute dose pendant la grossesse.
Puis, chez les nouveau-nés qui naissent avec un CMV congénital, ben, on a une option de traitement maintenant là, qui est le Valgan-Cyclovir, qui est disponible en solution orale. Donc, puis on a une fenêtre thérapeutique là, quand même étroite là, à respecter pour limiter le risque de complications finales sur le développement puis au niveau auditif. Donc, j'espère que cet épisode-là, en fait, contribue à augmenter les connaissances sur le CMV, autant chez la femme enceinte que congénitale. Puis, j'espère que ça va vous donner les outils pour pouvoir mieux le dépister, mieux prévenir dans la population. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous quatre d'être venus au micro pour parler du CMV. Donc, tourlou!